Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts destinée aux sophrologues. Vous êtes soit en activité, soit en formation, soit prêt à vous installer. Et vous avez peut-être des questions justement sur l'activité, comment ça fonctionne, comment mettre en pratique tout ce que vous avez pu apprendre pendant vos formations. Et donc avec mon binôme, très cher binôme Emmanuel Briand, avec laquelle nous proposons depuis pratiquement 6 ans maintenant des vidéos, des articles, des supports pour vous, les sophrologues, pour vous permettre de vous installer avec plus de facilité et générer une activité qui fonctionne. Cette série pour vous donner des outils, des clés et vous permettre de vous appuyer sur l'expérience de sophrologues qui sont déjà installés et qui ont relevé les différents défis de l'installation, relevé les différents défis de la mise en pratique de la théorie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui ma fameuse binôme, Emmanuel Briand, qui va se prêter au petit jeu de l'interview et répondre à quelques questions. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Donc je suis très contente que voilà qu'on débute ce podcast toutes les deux. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors donc je suis sophrologue depuis maintenant presque 16 ans, installée à Toulouse. J'ai mon cabinet dans une clinique à Toulouse, la clinique Saint-Exupéry. J'ai eu plusieurs cabinets dans mon parcours, j'ai vécu plusieurs choses. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui une activité qui fonctionne bien et avec plusieurs pôles, on peut dire. J'anime des ateliers QVT, QVCT, prévention des risques psychosociaux dans un réseau que j'ai créé avec une amie qui s'appelle Bien Vivre en entreprise, avec toute une équipe d'intervenants en complément de ce que moi je vais proposer. J'anime aussi des formations d'entreprise sur le stress, le sommeil, la charge mentale, la gestion des émotions et la communication. Et évidemment, ce sont des formations où j'utilise la sophrologie. J'interviens aussi dans certains domaines auprès de publics un peu spécifiques dans le domaine de la justice, sur des publics un peu complexes, dont il m'arrive de parler dans certaines de mes vidéos YouTube. Donc, vous voyez peut-être de quoi je parle. Une autre activité, une autre partie d'activité qui est passionnante. Et pour terminer, il m'arrive aussi d'intervenir, enfin, il m'est arrivé d'intervenir, et c'est encore prévu cette année, dans un congrès médical. Et là, j'interviens dans un autre gros congrès médical au mois de novembre pour présenter les effets de la sophrologie appliquée au sommeil, hein, de la sophrologie vraiment spécifique au sommeil, au congrès médical du sommeil de Lille en novembre. Et puis, c'est en train de se confirmer aussi au congrès des JPRS au mois de mars à Marseille. Voilà. Est-ce que tu peux préciser, Emmanuel, s'il te plaît, ce que sont les JPRS pour ceux qui ne sauraient pas? Alors, les JPRS, c'est un gros congrès médical qui tourne un peu partout dans les grosses villes de France. Chaque année, ça change de ville. Ça s'appelle le congrès des journées pratiques sommeil et respiration. C'est un congrès médical dans lequel on va surtout retrouver des pneumologues, mais aussi d'autres types de spécialités, et qui va associer donc les problématiques respiratoires avec le sommeil. Donc, où j'ai eu un très très bel accueil au mois de novembre l'année dernière, où j'ai pu faire pratiquer enfin, avec beaucoup un public très très intéressé de médecins qui avaient beaucoup de questions, et notamment des questions sur comment choisir des sophrologues, comment être sûr d'envoyer nos patients chez un sophrologue qui est formé, qui va être fiable. Donc voilà, il y a une vidéo là-dessus sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à la regarder. Merci pour cette présentation très claire et très complète. Peux-tu maintenant nous parler des différents défis que tu as pu rencontrer lorsque tu t'es installé au début de ton installation et aussi comment tu as pu les surmonter et y faire face? Alors, il y a 15 ans, quand je me suis installée, l'esprit de la sophrologie, du métier de sophrologue n'était pas du tout le même. D'ailleurs, je peux vous faire une confidence, je ne pense pas qu'il m'en voudra. Quand j'ai rencontré Luc Audouin, qui dirigeait le CES où j'étais formée, donc ça doit faire 17, 18 ans, pour intégrer la formation, il y avait un entretien avec Luc. Luc m'a dit, mais vous savez, ou tu sais, me tutoyer peut-être, je ne sais plus.
Pour moi, la sophrologie, c'est pas un métier. Je connais très peu de personnes qui en vivent. Et c'était réellement le cas à l'époque, en fait. C'était pas du tout cette émulation et ce succès des écoles de sophrologie qu'on connaît de nos jours, en fait. Donc, l'esprit était quand même totalement différent. Il y avait beaucoup moins d'écoles, il y avait beaucoup moins de sophrologues, et il y avait beaucoup moins de personnes qui cherchaient à en vivre. Donc j'ai démarré moi la formation pour moi. Je ne pensais pas du tout en faire mon métier. Et puis c'est la vie qui m'a amenée à m'installer. Ça s'est comme imposé. Je cherchais un métier dans la communication puisque je venais de déménager de Paris à Toulouse avec mon compagnon. Et j'ai pas trouvé. Et la sophrologie, j'avais quand même vraiment envie de partager, d'en faire mon métier, mais je n'étais pas sûre que ça soit réellement possible. Et puis j'ai rencontré un médecin. Il y a beaucoup de médecins dans mon parcours. J'ai rencontré un médecin voilà, qui a absolument voulu que je vienne louer un tout petit cabinet qui faisait 10 mètres carrés, je crois, peut-être même moins. C'était tout petit dans son cabinet médical et que je partageais avec une psychologue à un étage où il y avait aussi une orthophoniste et une orthoptiste. Et ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça et il y avait du bruit. C'était tout petit. C'était pas du tout cosy. Ce médecin qui était fort sympathique ne m'a jamais envoyé personne. Il m'aimait bien. Il faisait confiance, mais il m'a jamais envoyé personne, ou alors il n'a pas réussi, je ne sais pas. Je pense qu'il y pensait pas. C'était un médecin qui était en fin de carrière. Et donc, je me suis retrouvée, moi qui étais dans la communication, je pensais que ça allait se remplir, ça allait se faire avec assez facilement, malgré tout. Je me disais, bon, bah, on va voir comment ça se lance, comment ça se développe. Et puis, si ça se développe pas facilement, de toute façon, j'arrêterai. C'est tout, c'est pas très grave. Et ça s'est développé de façon assez, plutôt en dents de scie, en fait. Ça a été assez surprenant. Et quand je parle de dents de scie, c'est pas sur 1 ou 2 années, hein, c'est sur beaucoup plus que ça. Donc parmi les défis que j'ai rencontrés, ben, il y a celui de l'irrégularité, c'est-à-dire vraiment, même si j'ai démarré avec très très rapidement, j'avais 7 clients par semaine. J'avais 7 clients par semaine. Je me suis retrouvée avec une clientèle qui n'était pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Bon, j'avais assez peu communiqué finalement. J'avais rencontré les médecins par contre, pas mal de médecins. Et donc aujourd'hui, je donne des conseils complètement différents aux sophrologues, hein. On n'est plus dans la même configuration. Pour se développer aujourd'hui, rencontrer les médecins ne suffit plus parce qu'on est assez nombreux. Il faut vraiment faire plus précis. Et c'est ce par quoi moi je suis passée aussi par la suite. Donc il y a eu le défi de cette irrégularité des gens qui étaient satisfaits, très contents, ça se passait bien, mais qui, voilà, au bout de 4 séances, ben, ils allaient bien, il n'y avait plus de problème de sommeil, il n'y avait plus de problème de stress, donc ils ne revenaient pas. Et donc, du coup, bah, il y a eu des périodes creuses. Et ça, je pense que les sophrologues déjà installés qui nous écoutent ont certainement déjà rencontré ce genre de défi. Donc, il a fallu faire quelque chose de ce défi. Donc, qu'est-ce que je fais quand il y a des périodes creuses? Comment est-ce que je gère peut-être cette panique au début qui m'envahit? Le défi, c'est aussi, bah, du coup, évidemment, l'irrégularité financière. Euh, Qu'est-ce que je fais quand il y a des périodes un peu plus creuses? Comment est-ce que je peux développer ça? Et puis, il y a un autre défi qui n'a pas été des moindres pour moi, parce que je vous avoue, hein, confidence, que j'en ai rêvé pendant longtemps, c'était le manque de lien avec des collègues, le fait de ne plus avoir de collègues. Je ne pensais pas que ça serait si important. Mais je vous avoue qu'au début, même si j'avais une super équipe à l'étage avec moi, c'était très très chouette. On faisait des soirées, on mangeait ensemble, mais ça ne remplaçait pas des collègues qu'on voit la journée, puisqu'au final, quand on est sophrologue, on est plutôt isolé dans notre cabinet finalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça c'est quelque chose que vous rencontrez aussi. Et donc, comment est-ce que j'ai relevé ces défis? Eh bien, bah, ça a été pour la dernière chose que je viens de citer, bah, en créant vraiment un réseau, bien vivre en entreprise, en m'alliant à certaines personnes. Euh, non pas pour proposer des ateliers conjoints, parce que ça, j'ai essayé assez rapidement et tout le monde trouvait ça extraordinaire. J'avais monté quelque chose qui s'appelait la parenthèse bien-être. Avec une amie, bah, celle avec laquelle d'ailleurs j'ai créé ensuite Bien vivre en entreprise. La parenthèse bien-être, pour nous, c'était la meilleure idée du siècle. C'était une formule un peu pour les réunions de filles, les soirées filles, avec une séance de sophrologie que moi je guidais, un massage assis par personne pour les personnes inscrites. On avait fait une formule qui était très accessible. Je crois que c'était 10-15 € pour la première formule par participante
25 ou 30 euros, je ne sais plus. Bon, c'était il y a 15 ans, hein. Tout le monde trouvait ça extraordinaire. On l'a présenté en salon. Les flyers sont partis comme des petits pains. On s'est dit, ça va cartonner. Et puis, bah, au final, pas du tout. Pas du tout. On a juste fait une soirée. Et là, ça m'a amené à revenir à mes premières amours et à mon métier d'origine, qui est la communication, pour simplement me rendre compte que bah, non, ce qui est important en fait, et ce qui va déclencher le fait que les gens viennent, euh, ça va être des choses qui sont plus liées à des problèmes ou à des priorités, et que vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Je pense qu'Emmanuel s'en est déjà rendu compte parce qu'on en parle régulièrement. Le bien-être n'est jamais une priorité. Notre cerveau Mhm. d'être humain n'est pas câblé pour ça. Et donc, la parenthèse bien-être a eu une vie intense, fait naître beaucoup d'espoir, mais ça a été très court. Et je me suis d'ailleurs rendu compte par la suite que bah, le public avec lequel j'ai démarré, c'était pas du tout un public féminin bien-être, hein, que j'imaginais. C'était un public essentiellement masculin, des ingénieurs, des policiers. euh, et ça a été merveilleux. Et je ne regrette en rien ce public qui m'a énormément, énormément apporté. Merci Emmanuel. Pour reprendre les deux gros défis du début de ton activité, donc le premier, c'est le sentiment de solitude et d'isolement, si on fait référence à la chanson. Euh, euh, qui effectivement que peuvent vivre un certain nombre de sophrologues dans l'activité, puisqu'on est dans nos cabinets, on reçoit une clientèle, mais on est peu en lien avec les personnes autour de nous. Et donc là, bah, pour répondre à ce défi-là, c'est mettre en place un réseau, réseauter, relationner avec des personnes qui ont des métiers similaires à nous ou pas. Et le deuxième gros défi, celui de remplir les périodes creuses, non pas forcément qu'avec des clients d'ailleurs, mais utiliser ton ancien métier en communication pour faire en sorte que les périodes creuses où l'activité est moins importante bah, soient plus remplies pour cibler ta clientèle, faire en sorte que les clients viennent te voir avec plus de facilité, et puis peut-être utiliser aussi ces périodes creuses pour en profiter, pour mettre en place une communication qui fonctionne. C'est-à-dire utiliser ces périodes creuses qui sont parfois complexes et avec lesquelles on ne sait pas trop quoi faire en se disant on attend le client et on ne sait pas trop quoi faire. Oui, alors effectivement, il y a eu cet aspect-là, vraiment venir travailler sur ma communication, tout en essayant de rompre la solitude aussi, puisque ben, on se mettait par deux pour prospecter, pour essayer de passer des coups de fil. Alors c'était essentiellement pour me présenter aux médecins, parce que la prospection, ça n'a jamais été mon truc et que je me suis vraiment pas développée avec ça. C'était plus d'une prospection pour rencontrer les médecins, bon, ce qui reste une prospection malgré tout, hein. Et donc, pour rajouter quelque chose d'important par rapport à ce que tu dis, bah, il y a effectivement eu le fait de mettre en place une communication vraiment adaptée, de pouvoir me recentrer sur ça, puisque notre métier, notre image demande d'être toujours alimenté finalement. Je trouve que en sophrologie, le bouche à oreille ne fonctionne pas. Ça, c'est un défi, hein, ça fait partie du défi dont on parle là, mais le bouche-oreille ne va pas forcément fonctionner comme on l'imagine au début. Pourquoi? Ben parce que la sophrologie demande une certaine implication, une certaine maturité, une certaine volonté finalement. Maturité, j'entends pas psychique, hein, mais maturité dans la réflexion. De faire cette démarche et que ben, parfois, moi, il y a des gens qui en ont entendu parler pendant des années et qui viennent au bout de 4 ans, 5 ans. Ah ben oui, ça fait 4 ans que mon médecin m'en parle, ça fait 4 ans, 5 ans. Mhm. Et ça, c'est très, 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 très fréquent. C'est pas comme l'ostéo ou le médecin chinois où bah, il va y avoir un effet. On est plus passif, hein, le client, le patient est plus passif finalement, donc c'est plus facile de prendre le rendez-vous. Chez le sophrologue, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment, enfin, au début, voilà, ça a été un défi un peu plus compliqué. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il s'agit déjà de le comprendre, de le savoir et de pouvoir construire une communication justement qui va permettre de poser les bases de l'alliance, hein, comme on en parle d'ailleurs souvent. Et donc, l'autre élément important de ce défi des périodes creuses, et ça, je pense que tu es complètement d'accord avec toi, Emmanuel, c'est la pratique. C'est la Oui. pratique. Ça a Mhm. quelque chose de presque ésotérique, hein, de le dire, mais
Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous êtes déjà arrivé à la même chose. C'est presque ésotérique, hein, mais moi, quand je suis fatiguée, que je ne pratique plus, les rendez-vous s'annulent. Les rendez-vous s'annulent, je vous assure. Ça fait ça depuis 15 ans. Euh, et donc, à chaque fois, ça me ramène à moi-même, à la pratique. Et le fait, je développe une espèce d'attitude par rapport à ça, aux annulations et aux reports, où parfois, bah, il y a des périodes où il y en a, et des périodes où il n'y en a pas du tout. Et maintenant, je le vois comme une opportunité. Je me dis, bon, bah, je vais pratiquer, je vais me reposer. C'est une façon de percevoir les choses et de savoir que c'est un peu pareil pour tout le monde, finalement. Mm, mm. Oui, oui, c'est vrai. Alors, deuxième question. Est-ce que tu as trouvé, toi, au sortir de ta formation, qu'il était facile, simple d'adapter la théorie de la formation à ta réalité de terrain? Alors, autant je me rends compte que c'est vraiment problématique pour les sophrologues qu'on supervise, hein, que je supervise, je me rends compte que, ou les sophrologues que je forme, puisqu'il m'est arrivé aussi d'intervenir dans des écoles qui forment des sophrologues, hein, la formation initiale. Euh, et donc, je me rends compte que c'est vraiment une question qui revient souvent et qui semble complexe. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être dans une école à l'époque, enfin, et encore aujourd'hui, hein, le CEAS, c'est pas pour faire leur pub, mais euh, on rencontrait beaucoup de sophrologues installés. On avait une grande diversité d'intervenants. Certains, il y avait la base, évidemment, hein, constituée par Luc Audouin et puis toute son équipe, mais on avait différents sons de cloche, différentes adaptations de la pratique déjà. Donc pour certains trouvaient ça peut-être un peu prématuré ou avaient besoin de quelque chose d'un peu plus, comment dire, que ce soit une voix, une seule, ça aurait peut-être été plus simple. Moi, ça m'a vraiment permis de construire ma pratique, en fait. Ça m'a vraiment permis de construire ma pratique et de m'appuyer. Bon, j'avoue que j'adore Luc Audouin et tout ce qu'il a pu apporter. Et je trouve que les cours qu'on a eus, les journées de formation avec lui, je trouve que c'était de l'ordre du one-man show parfois. Et c'était à la fois poétique, amusant et passionnant. Et ça reste une école avec une grande ouverture et la possibilité vraiment de s'y installer, de vivre réellement la méthode, de l'intégrer, la méthode dans sa rigueur, dans sa profondeur, tout en ayant quand même déjà une possibilité d'ouverture. Et, et ça, c'est quelque chose que je trouve de merveilleux et qui, moi, m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué. Si vous êtes encore en formation, les sophrologues que j'ai formés qui ne pratiquaient pas beaucoup, là, vraiment, c'est essentiel. Si on ne pratique pas soi-même, sur soi-même et sur les collègues, sur les copines, eh ben, ça va être très difficile d'adapter la théorie à la réalité du terrain, à la pratique en cabinet. Moi, j'avais beaucoup pratiqué. Dans mon ancien métier, je faisais des séances à tout le monde. Je me rendais compte, évidemment, bah, qu'il y avait des gens chez qui ça marchait pas du tout, qu'il y avait beaucoup de résistance. Donc, dès le début, ça m'a amené à trouver des moyens d'agir sur les personnes résistantes. Je travaillais dans un endroit où il y avait beaucoup de burn-out, il y avait des gens qui étaient dans des états de stress très, très importants. Donc, avant même la fin de la formation, finalement, j'avais déjà une façon d'adapter la théorie à ce qui se rapprochait déjà d'une pratique professionnelle. Euh, donc, ça s'est fait assez naturellement, assez progressivement. Mais je dirais qu'une des clés, c'est vraiment de bien intégrer la théorie, de la vivre, de la respirer, de la transpirer, pour pouvoir après se sentir vraiment bien avec ça et pouvoir s'ouvrir vraiment à l'autre. Je dirais que souvent, ce que je rencontre, alors pour le coup, là, je parle pas de moi, mais des sophrologues que j'accompagne, ou que je croise parfois, ou que je forme, euh, il y a quelque chose qui n'est pas complètement intégré et il y a la volonté vraiment de rentrer dans un cadre et de transmettre la méthode. Or, quand on est sophrologue, on ne transmet pas la méthode. Alors, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. On ne transmet pas la méthode. C'est ma vision, hein. On est là pour que les gens s'appuient sur nous pour aller là où ils ont besoin d'aller, là où ils ont envie d'aller. Et du coup, ce qui est vraiment important dans cette application de la théorie à la pratique, c'est comment est-ce que la théorie, comment est-ce que nous, on a vécu, comment est-ce que nous, on a intégré, on a digéré, on va pouvoir le restituer de la façon la plus juste à la personne en fonction de ce dont elle a besoin.
sans chercher à en faire un sophrologue, sans chercher à en faire un produit fini de la méthode sophrologie, sans chercher à lui imposer notre point de vue, notre vision, mais vraiment être là complètement à l'écoute. Et je trouve que quand on est OK avec soi-même, avec ses failles, euh, ben finalement, on va accueillir beaucoup plus facilement celle de l'autre. Et après, ça se passe de façon assez fluide. Hein. Souvent, au début, j'ai eu, comme tout le monde, évidemment, ces premières questions de me dire, mon Dieu, mais comment ça va se passer? Et si la personne ne le vit pas bien? Et très, très rapidement, j'étais confrontée à des personnes qui ne le vivaient pas du tout comme attendu. Elles avaient les yeux grands ouverts, elles avaient besoin de bouger. Il y avait des problématiques diverses et variées. Je me suis, une anecdote, un des premiers médecins que j'ai rencontré qui m'a fait travailler, et totale confiance, il m'a envoyé d'entrer directement chez une jeune femme de, de 27 ans qui avait une sclérose en plaques, une CEP, et qui était donc un cas de CEP quand même très, 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 très avancé, qui était entièrement paralysée. Elle ne pouvait bouger que les yeux. Et direct, je me suis retrouvée, c'est cette jeune femme qui avait à peu près à l'époque mon âge. Hein, et donc, je me suis retrouvée face à elle. Je ne connaissais pas grand-chose de la CEP. Je m'étais renseignée un peu avant, évidemment. Et à prime abord, je voyais pas trop comment on pouvait proposer la sophrologie comme ça à quelqu'un qui, en plus, l'avait pas forcément demandé elle-même. Hein. Elle arrivait quand même à parler avec les yeux. Euh, elle avait quand même un code. Elle bougeait peut-être un peu un doigt aussi. Je me souviens qu'il y avait quelque chose avec. On avait un moyen avec un écran de communication, mais il n'y avait pas du tout de parole, hein, comme ça peut l'être aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des moyens un peu plus simples pour communiquer. Et au final, bah, j'y suis allée en confiance, en incarnant ce qui était pour moi voilà, la posture de sophrologue. Et ça s'est très bien passé. Ça a été riche et intéressant. Ça m'a amené pas mal de confiance. Alors, je ne vous dirais pas que ça a provoqué des miracles et que ça a été extraordinaire. Non, c'est pas le cas. Je me suis retrouvée face à une personne, à sa réalité, à ses besoins, qui sont pas forcément ceux qu'on pourrait imaginer si on se présente avec la casquette du sauveur, notamment. Hein. C'était une personne voilà, qui avait son caractère, qui avait forcément envie de faire pas du tout envie de faire une sophrologie académique. Hein. Ça, elle ne supportait pas ça. Euh, et donc, mais au final, il suffisait d'être à son écoute euh, pour que la magie opère et puis pour que viennent bah, juste des adaptations de la pratique qui pouvaient lui correspondre à elle, en fait. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour montrer qu'il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à nos clients aussi, surtout, je trouve. Et puis, j'ai envie de dire ne pas prendre les choses trop au sérieux. Alors, il faut quand même les prendre un minimum au sérieux, hein, mais souvent, je pense qu'au début, moi la première, hein, on se trompe un peu on se trompe un peu d'objectif. On a besoin de se rassurer, on a besoin de reconnaissance, parce que notre métier, on n'a pas toujours beaucoup, même si on a un peu plus, qu'à mon époque, au début. Et il faut juste en être conscient. C'est pas grave, mais il faut en être conscient pour pouvoir vraiment être à l'écoute de nos clients et de leurs objectifs. Et là, je trouve que l'adaptation de la théorie à la pratique professionnelle se fait de façon relativement fluide. Merci pour cette anecdote. Justement, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Toi et moi, dans la manière dont on accompagne les sophrologues et dans le discours qu'on tient, souvent on leur dit d'être eux-mêmes, d'incarner la théorie, de l'intégrer, de la faire sienne et de se présenter à partir de ce qu'ils sont et pas à partir de l'image qu'ils voudraient être ou de ce qu'ils pensent que leurs clients voudraient qu'ils soient. Et donc moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui de savoir par rapport à toi, c'est qu'est-ce qui te fait aujourd'hui le plus vibrer dans ton métier de sophrologue? Euh, je crois que c'est ce que je viens de dire finalement. C'est un côté très rogerien. Hein. Si vous n'avez pas lu Carl Rogers, je vous encourage à le découvrir d'une façon ou d'une autre. C'est cette capacité qu'a l'être humain
à s'auto-nourrir, à s'auto-guérir, à s'auto-ressourcer finalement. Euh, je trouve que les séances les plus merveilleuses sont celles dans lesquelles finalement c'est fluide parce qu'on arrive à être complètement à l'écoute de la personne. Ça rejoint simplement ce que je disais. Et la magie opère et la personne s'approprie parfois quelque chose de complètement différent de ce que nous, on aurait imaginé de notre point de vue à nous, le sophrologue qui a pratiqué, qui a telle ou telle expérience. Et je pense que c'est ce qui me fait le plus vibrer. Une autre chose qui me fait aussi beaucoup vibrer, c'est quand je vais travailler avec des personnes voilà, sous main judiciaire, personnes qui ont des, voilà, qui parfois seront au milieu carcéral et qui sont, pour certaines, hein, plutôt réfractaires à la sophrologie, à la relaxation, bah, au développement personnel ou à tout ce qui pourrait se rapprocher de la psychologie hein, pour certains. Et que ça matche. Et que ça matche, parce que je peux vous assurer, restant modeste évidemment, je n'ai pas de pouvoir magique, hein, mais juste le fait de se mettre à l'écoute d'être dans le respect, et bah, du coup, et d'être réellement, ouais, réellement à l'écoute, qui fait que bah, ça s'ouvre et les gens vont s'approprier ce qui est utile pour eux. Et puis parfois même, une autre chose qui me fait vibrer, bah, il y a beaucoup de choses qui me font vibrer, vous l'avez compris, c'est aussi quand certains clients, soit pendant la séance, en début de séance, ou parfois même après les séances, viennent amener des pratiques. Quand nos clients nous permettent de créer de nouvelles pratiques. J'en ai eu quelques-uns comme ça, enfants ou adultes. Où je me suis dit, waouh, mais c'est fou ce que le client m'amène en fait comme pratique, parce que les vécus amènent à adapter et à créer de nouvelles choses qui vont parfaitement correspondre aussi à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose d'aussi magique. C'est cette évolution et ce fait de me rendre compte aussi à quel point la sophrologie, quand elle est centrée sur nos clients, euh, eh bien, elle peut parler à absolument tout le monde. Euh, voilà. Donc, vous l'avez compris, Donc, ça me fait vibrer. ouais, on en revient à la base, une des bases de la sophrologie, que sont l'adaptabilité et la réalité objective, les deux principes fondamentaux de la sophrologie. Euh, donc merci pour ça. Dernière petite question. Si tu avais un conseil, un seul, à donner aux sophrologues qui débutent ou ceux qui sont déjà en activité et qui ont des difficultés à se développer, à se déployer, ce serait lequel? C'est difficile ça, Emmanuel. Un seul Oui, conseil. Elle me oui, un connaît. seul Elle sait que... conseil. Euh, un seul conseil. Alors, c'est difficile d'en trouver un, mais pour moi, il y en a un qui est essentiel. C'est travailler sur vous, même au-delà de la sophrologie. Mon seul conseil, ça serait vraiment, si vous voulez que ça fonctionne, euh, de faire un travail psychothérapeutique, analytique. On n'entendra peut-être pas souvent celui-là, mais je peux vous assurer que pour moi, c'est une clé. Si j'avais pas fait 8 ans de thérapie jungienne hein, de Carl Gustav Jung avant, euh, les choses ne se seraient pas du tout passées de la même façon. Donc voilà, j'en ai pas encore parlé dans cette rencontre-là d'aujourd'hui, mais voilà, ça serait mon conseil. Bon, merci beaucoup, Emmanuel, pour ce partage. J'invite toutes les personnes qui nous suivent, qui ont écouté ce podcast, si elles le souhaitent, à prendre contact avec nous, si elles ont envie, elles aussi, de témoigner de leur pratique, témoigner de leur vécu en tant que sophrologue et peut-être même envie de donner un conseil aux sophrologues qui nous écoutent, bah, de prendre contact avec nous. Éventuellement, si vous avez des questions par rapport à ce podcast, par rapport à cette interview, n'hésitez pas à les poser en dessous de l'interview. Nous vous disons avec Emmanuel à bientôt et la Merci. prochaine personne qui sera interviewée. C'est Emmanuel Lebris. La prochaine fois, on intervertit les rôles et vous découvrirez tous les secrets d'Emmanuel Lebris. Merci, au revoir. Au revoir.